La période des migrations, également connue sous le nom d'invasion barbare, était une période de l'histoire européenne marquée par des migrations à grande échelle qui ont vu la chute de l'Empire romain d'Occident et la colonisation ultérieure de ces anciens territoires par diverses tribus, ainsi que l'établissement de l'Empire romain d'Occident, royaume romain. Le terme fait référence au rôle important joué par la migration, l'invasion et l'installation de diverses tribus, notamment les Francs, les Goths, les Alamans, les Alains, les Huns, les premiers Slaves, les Avars pannoniens, les Proto-Bulgares et les Magyars au sein ou dans les territoires de l'Empire romain et Europe dans son ensemble. On considère traditionnellement que cette période a commencé en 375 après JC et s'est terminée en 568. Divers facteurs ont contribué à ce phénomène de migration et d'invasion, et leur rôle et leur importance sont encore largement discutés. Les historiens diffèrent quant aux dates de début et de fin de la période de migration. Le début de la période est largement considéré comme l'invasion de l'Europe par les Huns venus d'Asie vers 375 et la fin avec la conquête de l'Italie par les Lombardes en 568, mais une période plus vague va d'aussi tôt que 300 à aussi tard, comme 800. Par exemple, au IVe siècle, un très grand groupe de Goths s'est installé comme foederati dans les Balkans romains, et les Francs se sont installés au sud du Rhin dans la Gaule romaine. En 406, une traversée du Rhin particulièrement importante et inattendue fut réalisée par un groupe de Vandales, Alains et Suèves. À mesure que le pouvoir central s'effondrait dans l'Empire romain d'Occident, l'armée devint plus importante, mais fut dominée par des hommes d'origine barbare. Il existe des opinions contradictoires quant à savoir si la chute de l'Empire romain d'Occident était le résultat d'une augmentation des migrations, ou si l'effondrement du pouvoir central et l'importance accrue des non-romains ont entraîné des facteurs internes à la Rome. Les migrations et l'utilisation de non-romains dans l'armée étaient connues dans les périodes avant et après, et l'Empire romain d'Orient s'est adapté et a continué d'exister jusqu'à la chute de Constantinople aux mains des Ottomans en 1453. La chute de l'Empire romain d'Occident, bien qu'elle impliquait l'établissement de royaumes barbares concurrents, était dans une certaine mesure gérée par les empereurs orientaux. Les migrants formaient des bandes de guerre ou des tribus de 10 000 à 20 000 personnes. L'immigration était courante à l'époque de l'Empire romain, mais sur une période de 100 ans, les migrants n'étaient pas plus de 750 000 au total, contre une moyenne de 40 millions d'habitants dans l'Empire romain à cette époque. Les premières migrations de peuples furent réalisées par des tribus germaniques telles que les Goths, les Vandales, les Anglo-Saxons, les Lombards, les Suèves, les Frisiens, les Jutes, les Bourguignons, les Alamans, les Syres et les Francs. Ils furent ensuite repoussés vers l'ouest par les Huns, les Avars, les Slaves et les Bulgares. Les invasions ultérieures, telles que celles des Vikings, des Normands, des Varegs, des Hongrois, des Maures, des Roms, des Turcs et des Mongols, ont également eu des effets significatifs. Les peuples germaniques ont quitté le sud de la Scandinavie et le nord de l'Allemagne, vers les terres adjacentes entre l'Elbe et l'Oder, après 1000 avant JC. La première vague s'est déplacée vers l'ouest et le sud, se déplaçant dans le sud de l'Allemagne, jusqu'aux provinces romaines de Gaule, et de Gaule cisalpine en 100 avant JC, où elle a été arrêtée par Gaius Marius et plus tard par Julius César. C'est ce groupe occidental qui a été décrit par l'historien romain Tacite et Julius César. Une vague ultérieure de tribus germaniques a migré vers l'est et vers le sud depuis la Scandinavie, entre 600 et 300 avant JC, vers la côte opposée de la mer Baltique, remontant la Vistule près des Carpates. À l'époque de Tacite, il comprenait des tribus moins connues telles que les Tencteri, les Tcherouchi, les Hermunduri et les Chatti. Cependant, une période de fédération et de mariage mixte a donné naissance aux groupes familiers connus sous le nom d'Alamans, de Franks, de Saxons, de Frisons et de Thuringiens. La première vague d'invasion, entre 300 et 500 après JC, est en partie documentée par les historiens grecs et latins, mais est difficile à vérifier archéologiquement. Cela donne au peuple germanique
le contrôle de la plupart des régions de ce qui était alors l'Empire romain d'Occident. Les Tervingi traversèrent le Danube, un territoire romain après un affrontement avec les Huns en 376. Quelques temps plus tard, à Marcianopolis, l'escorte de leur chef Fritigern fut tuée alors qu'elle rencontrait Lupicinus. Les Tervingi se rebellent, et les Wisigoths, groupe dérivé soit des Tervingi, soit d'une fusion de groupes principalement gothiques, finissent par envahir l'Italie et pillent Rome en 410 avant de s'installer en Gaule. Vers 460, ils fondèrent le royaume wisigoth en Ibérie. Ils furent suivis sur le territoire romain d'abord par une confédération de guerriers éruliens, rugiens et syriens sous Odoacre, qui déposa Romulus Augustule en 476 et plus tard par les Ostrogoths, dirigés par Théodoric le Grand, qui s'installèrent en Italie. En Gaule, les Francs pénétrèrent progressivement sur les terres romaines au cours du VIe siècle, et après avoir consolidé leur pouvoir sous Childéric et la victoire décisive de son fils Clovis sur Syagrius en 486, ils s'établirent comme dirigeants du nord de la Gaule romaine. Repoussant les défis des Alamans, des Bourguignons et des Wisigoths, le royaume franc devint le noyau de ce qui deviendra plus tard la France et l'Allemagne. La première colonie anglo-saxonne en Grande-Bretagne a eu lieu au VIe siècle, lorsque le contrôle romain sur la Grande-Bretagne a pris fin. Les Bourguignons se sont installés dans le nord-ouest de l'Italie, en Suisse et dans l'est de la France au VIe siècle. Entre 500 et 700 après JC, les tribus slaves se sont installées dans davantage de régions d'Europe centrale et se sont poussées plus loin dans le sud et l'est de l'Europe, rendant progressivement la moitié orientale de l'Europe à prédominance slave. De plus, des tribus turques telles que les Avars et plus tard les Magyars ougriens se sont impliqués dans cette deuxième vague. En 567 après JC, les Avars et les Lombards détruisirent une grande partie du royaume gépide. Les Lombards, peuple germanique, s'installèrent en Italie avec leurs alliés éruliens, Suèves, Gépides, Thuringiens, Bulgares, Sarmates et Saxons au VIe siècle. Ils furent ensuite suivis par les Bavarois et les Francs, qui conquirent et gouvernèrent la majeure partie de l'Italie. Les Bulgares, à l'origine un groupe nomade probablement originaire d'Asie centrale, occupèrent la steppe pontique au nord du Caucase depuis le IIe siècle, mais plus tard, poussés par les Khazars, la majorité d'entre eux migrèrent vers l'ouest et dominèrent les territoires byzantins le long du bas Danube au VIIe siècle. À partir de cette époque, la situation démographique des Balkans a changé de façon permanente, devenant majoritairement slaves, tandis que des poches de populations autochtones ont survécu dans les montagnes des Balkans. Au début des guerres byzantines arabes, les armées arabes tentèrent d'envahir le sud-est de l'Europe via l'Asie mineure à la fin du 7e et au début du 8e siècle, mais furent vaincus au siège de Constantinople par les forces conjointes de Byzance et des Bulgares. Pendant les guerres khazars-arabes, les Khazars ont stoppé l'expansion arabe en Europe à travers le Caucase. Au même moment, les Maures envahissent l'Europe via Gibraltar avant d'être stoppés par les Francs lors de la bataille de Tours en Gaule. Ces batailles ont largement délimité les frontières entre la chrétienté et l'islam pour le prochain millénaire. Les siècles suivants virent les musulmans réussir à conquérir la majeure partie de la Sicile contre les chrétiens en 902. La conquête hongroise du bassin des Carpates, à partir d'environ 895 après JC, les invasions hongroises de l'Europe qui ont suivi et l'expansion viking à partir de la fin du 8e siècle marquent classiquement les derniers grands mouvements de la période. Les missionnaires chrétiens ont progressivement converti les nouveaux arrivants non islamiques et les ont intégrés à la chrétienté. Les historiens ont avancé plusieurs explications à l'apparition des barbares à la frontière romaine. Le changement climatique, le climat et les récoltes, la pression démographique, un besoin primitif de s'enfoncer dans la Méditerranée, la construction de la Grande Muraille de Chine provoquant un jeu de dominos effet, des tribus forcées vers l'ouest, conduisant les Huns à tomber sur les Goths qui, à leur tour, poussèrent devant eux d'autres tribus germaniques. En général, les chercheurs français et italiens ont tendance à considérer cela comme un événement catastrophique,
la destruction d'une civilisation est le début d'une age sombre qui fera reculer l'Europe d'un millénaire. En revanche, les historiens allemands et anglais ont tendance à voir l'interaction romaine barbare comme le remplacement d'une civilisation méditerranéenne fatiguée, décadente et décadente, par une civilisation nordique plus virile, martiale. L'érudit Guy Halsall considère le mouvement barbare comme le résultat de la chute de l'Empire romain, et non comme sa cause. Les découvertes archéologiques ont confirmé que les tribus germaniques et slaves étaient des agriculteurs sédentaires qui étaient probablement simplement entraînés dans la politique d'un empire déjà en train de s'effondrer pour de nombreuses autres causes. Goffard soutient que le processus de colonisation était lié à l'hospitalitas, la pratique romaine consistant à cantonner les soldats parmi la population civile. Les Romains, en accordant des terres et le droit de lever des impôts aux armées alliées, espéraient réduire les charges financières de l'Empire. La crise du IIIe siècle a provoqué des changements importants au sein de l'Empire romain, tant dans sa partie occidentale qu'orientale. En particulier, la fragmentation économique a fait disparaître bon nombre des forces politiques, culturelles et économiques qui maintenaient la cohésion de l'Empire. La population rurale des provinces romaines s'est éloignée de la métropole, et il y avait peu de choses qui la différenciaient des autres paysans de l'autre côté de la frontière romaine. De plus, Rome faisait de plus en plus appel à des mercenaires étrangers pour se défendre. Cette barbarisation s'est accompagnée de changements au sein de Barbaricum. À cette fin, le célèbre linguiste Dennis Howard Green a écrit « Les premiers siècles de notre ère témoignent non seulement d'une romanisation progressive de la société barbare, mais aussi d'une barbarisation indéniable du monde romain. » Par exemple, l'Empire romain a joué un rôle essentiel dans la constitution de groupes barbares le long de sa frontière. Soutenus par le soutien et les cadeaux impériaux, les armées des chefs barbares alliés servaient de tampons contre d'autres groupes barbares hostiles. La désintégration du pouvoir économique romain a affaibli les groupes qui en étaient venus à dépendre des dons romains pour maintenir leur propre pouvoir. L'arrivée des Huns a contribué à inciter de nombreux groupes à envahir les provinces pour des raisons économiques. La nature de la prise de contrôle barbare des anciennes provinces romaines variait d'une région à l'autre. Par exemple, en Aquitaine, l'administration provinciale était largement autonome. Halsall a soutenu que les dirigeants locaux ont simplement remis le pouvoir militaire aux Ostrogoths, acquérant ainsi l'identité des nouveaux venus. En Gaule, l'effondrement de la domination impériale a entraîné l'anarchie. Les Francs et les Alamans ont été entraînés dans le vide de pouvoir qui a suivi, ce qui a entraîné un conflit. En Espagne, les aristocrates locaux ont maintenu leur indépendance pendant un certain temps, levant leurs propres armées contre les Vandales. Pendant ce temps, le retrait des Romains des basses terres d'Angleterre entraîna un conflit entre les Saxons et les chefs bretons. L'Empire romain d'Orient a tenté de maintenir le contrôle des provinces balkaniques malgré une armée impériale peu dispersée, s'appuyant principalement sur des milices locales et un effort considérable pour refortifier le Lyme danubien. Les ambitieux efforts de fortification se sont effondrés, aggravant les conditions de pauvreté de la population locale et entraînant la colonisation par les guerriers slaves et leurs familles. Halsall et Noble ont soutenu que de tels changements découlaient de l'effondrement du contrôle politique romain, qui a révélé la faiblesse de la domination romaine locale. Au lieu de migration à grande échelle, il y a eu des prises de pouvoir militaires par de petits groupes de guerriers et leurs familles, qui ne se comptaient généralement que par dizaines de milliers. Le processus impliquait une prise de décision active et consciente de la part des populations provinciales romaines. L'effondrement du contrôle centralisé a gravement affaibli le sentiment d'identité romaine dans les provinces, ce qui peut expliquer pourquoi les provinces ont ensuite subi des changements culturels spectaculaires, même si peu de barbares s'y sont installés. En fin de compte, les groupes germaniques de l'Empire romain d'Occident ont été, aquelis sans déposséder ni renverser la société indigène, et ils ont maintenu une forme structurée et hiérarchique d'administration romaine. Ironiquement, ils ont perdu leur identité unique à la suite d'un tel accommodement,
et ont été absorbés par le latinisme. En revanche, à l'Est, les tribus slaves maintenaient une existence plus spartiate et égalitaire, liée à la terre, même à l'époque où elles prenaient part au pillage des provinces romaines. Leurs modèles organisationnels n'étaient pas romains, et leurs dirigeants ne dépendaient normalement pas de l'or romain pour réussir. Ainsi, ils ont sans doute eu un plus grand effet sur leur région que les Goths, les Francs ou les Saxons n'en avaient sur la leur. Partant de la conviction que des types particuliers d'artefacts, éléments de parure personnelle généralement trouvés dans un contexte funéraire, sont censés indiquer l'appartenance ethnique de la personne enterrée, l'école d'archéologie Kulturhistoire a supposé que les cultures archéologiques représentent l'urheimat des tribus, régimes politiques nommés dans les sources historiques. En conséquence, les extensions changeantes des cultures matérielles ont été interprétées comme une expansion des peuples. Influencés par le constructionnisme, les archéologues axés sur les processus ont rejeté la doctrine de l'histoire culturelle et ont complètement marginalisé le débat sur l'ethnicité pour se concentrer sur la dynamique intragroupe qui a généré de tels vestiges matériels. En outre, ils ont fait valoir que l'adoption de nouvelles cultures pourrait se faire par le biais de développements commerciaux ou politiques internes plutôt que par de simples prises de pouvoir militaires.